Bonjour, nous voici arrivés à la dernière vidéo de cette série sur le protectionnisme qui se trouve être en l'occurrence la dernière vidéo sur ce chapitre sur le commerce international. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux limites du protectionnisme. Après avoir vu pourquoi mettre en place des politiques protectionnistes, après avoir vu quelles politiques protectionnistes mettre en place, on va s'intéresser maintenant à quels sont les problèmes que ces politiques peuvent provoquer et pourquoi il faudrait donc ne pas les mettre en place. Le premier désavantage à mettre en place des politiques protectionnistes et donc à fausser les règles de la concurrence et du commerce international, c'est évidemment de se priver de tous les bienfaits du commerce international qu'on a vu, notamment du coup de subir une perte de pouvoir d'achat. En augmentant par exemple le prix des importations, ça veut dire que cela vous augmentez les prix de façon générale et donc les consommateurs et les consommatrices de votre pays doivent payer plus cher. Alors à noter quand même que certains et certaines économistes peuvent défendre cet argument en disant que certes, et même de façon générale, ça va sembler beaucoup, cette augmentation des prix, mais en réalité, sur chaque produit, pour chaque consommateur, ça fait pas grand-chose. Et le fait que chaque consommateur ou chaque consommatrice contribue un peu plus, paye un peu plus, ça peut être une perte de pouvoir d'achat qui peut être individuellement assez faible, mais qui va permettre de sauver des emplois et notamment le fait de sauver un emploi est plus important finalement pour les personnes concernées que de subir une petite perte de pouvoir d'achat pour chaque consommateur ou chaque consommatrice. Donc voilà, vous avez à la fois la limite du protectionnisme, c'est quand même un moyen d'assumer cette limite et de la défendre. Cette perte de pouvoir d'achat, cette augmentation du prix des importations, elle va être aussi subie par les entreprises. Donc qui vont par conséquent voir leur coût de production augmenter. Et pour certaines entreprises qui ont besoin justement d'une partie importante de produits venant de l'étranger, d'importation, cette augmentation des coûts de production va être plus importante. Et là, vous avez un gros problème, notamment dans le cadre des chaînes mondiales de valeur, puisque en réalité, n'importe quel type de production dépend en partie de la production à l'étranger. Quand vous essayez de protéger un secteur, par exemple, vous essayez de protéger la production d'acier aux États-Unis, vous allez nécessairement avoir des conséquences négatives pour les entreprises qui sont les clientes de ce secteur, qui ont besoin des produits de ce secteur. Donc là, en l'occurrence, si vous essayez de protéger la production d'acier aux États-Unis en augmentant le prix, par exemple, des importations d'acier, ça veut dire que toutes les entreprises qui ont besoin d'acier, par exemple les entreprises productrices d'automobiles, vont subir cette hausse des coûts. Et là où vous protégez des emplois, vous risquez au contraire d'en supprimer, en tout cas d'en mettre en danger certains. À noter d'ailleurs que du coup cette augmentation des coûts de production va défavoriser ces entreprises à la fois au niveau national et au niveau international. Donc finalement, en améliorant la compétitivité prix d'un secteur, d'un type de production, vous dégradez la compétitivité prix d'un autre secteur, voire de plusieurs autres secteurs. Donc finalement, les conséquences, là justement, en termes d'emploi, en net, quand on regarde les emplois sauvés et les emplois qui au contraire sont mis en danger, elles peuvent être plus négatives que positives. Les conséquences négatives, les inconvénients peuvent être plus importants que les gains réalisés. Donc comme je l'ai dit, vous avez cette perte de compétitivité qui va être d'autant plus importante que vous n'avez pas la motivation de la concurrence internationale. Comme on l'a dit, la concurrence internationale favorise les entreprises à devenir compétitives, pousse les entreprises à devenir plus compétitives pour justement faire face à cette concurrence internationale. Et à partir du moment où vous enlevez cette concurrence, vous enlevez une incitation importante pour les entreprises pour s'améliorer, pour devenir plus compétitives, ce qui fait qu'elles peuvent rester à un moment en étant inefficaces, mais simplement parce qu'elles sont protégées de la concurrence étrangère. Donc là, c'est justement un point qui peut arriver, par exemple, si vous mettez en place un protectionnisme éducateur, mais que ce protectionnisme n'est pas temporaire, ou en tout cas qui dure trop longtemps.
les entreprises que vous protégez dans le but de les laisser acquérir de l'expérience pour justement faire face à la concurrence internationale ne font pas les efforts que vous attendez d'elles pour devenir plus compétitives ou n'y arrivent pas tout simplement et du coup vous bloquez votre économie avec une partie de la production qui n'est pas assez efficace. Enfin, on peut évoquer ce qu'on pense en fait le plus souvent, le plus facilement, les sanctions de la part de l'OMC et les mesures de rétorsion de la part des autres pays. Donc en gros, c'est le fait que quand vous mettez en place des politiques protectionnistes et que vous pénalisez la production des autres pays, les autres pays peuvent être en quelque sorte tentés de se venger et de répondre en mettant eux-mêmes en place des politiques protectionnistes contre votre production, contre la production de votre pays. Et l'OMC peut autoriser ces mesures de rétorsion si elle considère qu'en effet elles sont justifiées, car il s'agit uniquement d'une réponse à votre propre protectionnisme. Donc là, on voit bien que votre protectionnisme peut se retourner contre vous à cause de ces mesures de rétorsion, mais finalement, c'est ce à quoi on pense le plus facilement, le plus immédiatement. Mais en réalité, je voudrais vraiment revenir sur cette question des chaînes mondiales de valeur, qui fait que en essayant de protéger un secteur et donc en vous disant ce secteur ça va bénéficier à l'ensemble de mon économie, vous pénalisez en réalité d'autres secteurs et par conséquent vraiment cette mesure peut se retourner contre vous avec plus d'inconvénients, plus de pertes que de gains. Pour terminer, je voudrais faire une petite parenthèse et m'écarter du programme pour parler de la réalité des traités commerciaux aujourd'hui. Donc si vous, tout ce qui vous intéresse vraiment, c'est le programme, vous pouvez vous arrêter là. Mais si on s'arrêtait là, on pourrait se dire, voilà, le protectionnisme a un certain nombre d'inconvénients, Dans l'ensemble, le protectionnisme ne semble pas être une bonne politique, et de fait, quand on voit les politiques protectionnistes qui sont mises en place, par exemple par l'administration de Trump, elles sont globalement inefficaces, notamment à cause de la réalité du commerce international aujourd'hui, qui est le fait qu'une partie importante de ce commerce international consiste en des chaînes mondiales de valeur. Donc lorsque vous essayez de mettre en place des politiques protectionnistes pour protéger votre économie, pour protéger notamment certains secteurs de votre économie, vous vous retrouvez à pénaliser votre économie parce que vous vous retrouvez à pénaliser d'autres secteurs. Donc voilà, finalement, si on s'arrêtait là, on pourrait dire vive le commerce international, vivre le libre-échange, le protectionnisme, c'est nul, ça ne marche pas. Ça provoque plus de dégâts qu'autre chose. Ce qui n'est pas faux. Mais il y a un pas entre dire le protectionnisme ne marche pas, provoque plus d'inconvénients que plus de pertes que de gains, et dire il faut encourager le libre-échange et il faut aller toujours plus loin dans la réalisation de traités commerciaux, au lieu de simplement se contenter de ce qui existe déjà plus ou moins à l'heure actuelle. Et si vous regardez justement la réalité du commerce international aujourd'hui, vous avez des droits de douane qui sont assez faibles dans les pays développés. Là où vous avez des droits de douane plus importants, c'est dans les pays en développement, et ça correspond logiquement, comme on l'a dit, à une logique de protectionnisme éducateur. Donner le temps à ces pays de rattraper l'écart avec les pays développés. Donc, ce que font les traités commerciaux aujourd'hui, c'est plus baisser les droits de douane qui, comme je dis, sont assez faibles, voire parfois quasiment inexistants. C'est plutôt jouer sur la question de l'harmonisation des normes, de faire en sorte que les normes soient à peu près similaires entre les différents États. Donc, c'est le statut qu'on a atteint dans le cadre de l'Union européenne. Il n'y a absolument aucun droit de douane à l'intérieur de l'Union européenne. Par exemple entre la France et l'Allemagne ou entre la France et la Roumanie. Et l'Union européenne a pour but justement de faire en sorte que les normes soient harmonisées pour que les produits fabriqués dans un pays de l'Union européenne respectent les mêmes normes et donc puissent être vendus sans aucun problème dans un autre pays de l'Union européenne. À un niveau régional, ça ne pose pas de problème quand c'est le cas dans le cadre de l'Union européenne. Mais quand on voit que c'est déployé à une échelle plus importante entre des pays plus éloignés l'un de l'autre, comme ça a été le cas dans le cadre du CETA entre l'Union européenne et le Canada, ou dans le cadre, comme ça a été envisagé, puisque ça n'a pas abouti, dans le cadre du TAFTA entre l'Union européenne et les États-Unis.
ça devient notamment plus problématique parce que au lieu d'avoir des institutions comme dans le cas de l'Union européenne qui sont là et qui doivent répondre devant les gouvernements pour justement cette question d'harmonisation des normes, là vous avez simplement des traités qui disent qu'il faut essayer d'harmoniser les normes et qu'on va mettre en place des institutions mais qui vont être indépendantes pour notamment que les entreprises, les firmes transnationales puissent se plaindre si elles estiment qu'un État met en place une politique qui les défavorise de façon, à leurs yeux, injustifiée. Et là, ça pose un gros problème, ça veut dire qu'en réalité, les firmes transnationales peuvent attaquer, peuvent contester les lois, les règlements pris par les gouvernements nationaux. Donc là, ça pose un gros problème en termes de souveraineté et de protection de la population. Lorsque vous ne pouvez pas dire « je voudrais mettre en place des politiques pour limiter la pollution, pour limiter la consommation de tabac », sans que justement les entreprises qui vont subir ces politiques, qui vont subir ces restrictions, ces entreprises, dans ce cadre-là, vont pouvoir vous attaquer, vont pouvoir contester les lois que vous avez prises. Et ça s'est déjà vu, alors pas dans le cadre de l'Europe, mais plutôt dans le cadre de pays en Amérique latine, qui justement ont voulu mettre en place des politiques pour limiter la consommation de tabac, et qui se sont fait attaquer par des groupes comme Philip Morris, qui ont dit bah non, ça nous défavorise, et ces groupes ont pu justement aboutir à ce que ces lois soient repoussées et soient annulées. Donc là, on voit qu'il y a un gros problème. Et finalement, d'ailleurs, ces traités commerciaux entre des zones éloignées, par exemple si on imaginait entre le Royaume-Uni et l'Australie, ont assez peu d'effet, car la principale limite en réalité aux échanges entre ces États qui existent mais qui peuvent rester assez faibles, c'est avant tout la distance. Donc favoriser le libre-échange à une échelle régionale, comme c'est le cas de l'Union européenne, pourquoi pas? Même chose aussi dans le cadre des accords entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. On a une échelle où ça fait sens. Par contre, finalement, vouloir essayer de favoriser le libre-échange au point de lier des États aussi éloignés que le Royaume-Uni et l'Australie, là ça fait beaucoup moins de sens, vous n'allez pas avoir de véritable gain et vous allez mettre beaucoup plus, au contraire, vous allez avoir des problèmes beaucoup plus importants, vous allez mettre beaucoup de choses en danger en mettant justement en danger votre souveraineté et votre population. Donc clairement le protectionnisme c'est très limité et ça va provoquer plus de pertes souvent qu'autre chose, mais finalement le libre-échange aujourd'hui n'est pas nécessairement non plus une politique qu'il faut encourager. On pourrait se dire que l'état, le niveau de commerce international qu'on a atteint aujourd'hui est globalement à peu près le bon. C'est un point de vue un peu personnel, mais en tout cas, je voulais quand même prendre le temps de contrebalancer ce que j'avais dit dans le reste de la vidéo pour ne pas laisser son impression qui serait uniforme de dire le protectionnisme c'est mauvais, vive le libre-échange. Voilà. J'espère avoir atteint cet équilibre et j'espère que vous avez tenu. On termine là ce chapitre sur le commerce international.